Je m'appelle Nadie Aumet, j'enseigne présentement le management à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, depuis 2 ans. Je suis aussi doctorante en management, donc doctorat en administration, spécialisation en management. Et actuellement, je suis en période de thèse, donc ma recherche porte sur la construction de l'identité managériale des femmes en transition vers les échelons supérieurs. Donc la façon dont on va se construire et projeter une identité de manager. Donc c'est une conception processuelle de l'identité. L'identité n'est jamais se construit au quotidien dans les interactions. Alors en ce moment, je complète un projet, c'est une ethnographie organisationnelle. Donc je suis dans l'organisation pendant 6 mois et j'observe, je fais du shadowing, donc je suis les gens comme une ombre quotidiennement dans ce qu'ils font 2 jours par semaine. Donc je les suis partout en réunion, en interaction avec leurs collègues, leurs subordonnés, etc. En fait, bon, d'abord au Canada, comme en France et dans la plupart des pays industrialisés, les femmes ont investi massivement le marché du travail. Donc, il y a eu une forte féminisation de la main-d'œuvre active. Donc, il y a près de 50% de la main-d'œuvre qui est constituée de femmes. Elles ont aussi investi massivement les études supérieures. Donc, dans la plupart des domaines, il y a une majorité de femmes, de filles à l'université, à l'exception de certains domaines comme le génie. Et malgré tout, elles demeurent sous-représentées dans les lieux de pouvoir au Canada. Donc, elle constitue seulement 5% des effectifs. Au sein des conseils d'administration, environ 20%. Et globalement, si on regarde l'ensemble dans les niveaux supérieurs, environ 13% au Canada. Donc, alors qu'elle constitue 50% de la main-d'œuvre active et plus de 50% des diplômés. Mais je n'ai pas moi-même accédé à des échelons supérieurs. J'ai plusieurs amis qui ont atteint des échelons supérieurs ou qui ont eu la possibilité et l'ont refusé dans certains cas. Donc j'ai plusieurs anecdotes de barrières, si on peut dire. Mais certaines personnes que je connais qui ont accédé à des échelons supérieurs comme des postes de vice-présidence dans des grandes compagnies se sont senties exclues des réseaux informels, par exemple, à la table de discussion, elles étaient présentes, mais dans les activités connexes, si on peut dire, elles n'étaient pas invitées, par exemple. Ou encore, on sentit que certains prérequis en termes d'éthique, c'est-à-dire de la façon dont se prenaient les décisions, ne leur convenaient pas, des trucs comme ça. Ce qui ne veut rien dire en soi parce que c'est des expériences individuelles. On ne peut pas nécessairement conclure que c'est un état de fait. Dans ma recherche, la chose qui m'a le plus marquée, c'est vraiment la persistance des stéréotypes sexuels. Moi, je suis personnellement convaincue que c'est l'obstacle le plus important. C'est le fait qu'on continue de penser, d'être convaincu qu'une femme gestionnaire, c'est différent d'un homme gestionnaire. Cette persistance des stéréotypes influence plusieurs choses qui sont des facteurs qui jouent un rôle pour expliquer la situation, cette sous-représentation. Entre autres, les stéréotypes influencent les choix de carrière, les choix de parcours académiques des femmes et des hommes d'ailleurs. En plus, elles influencent le vécu, ce que les femmes qui choisissent des professions non traditionnellement féminines, ce qu'elles vont vivre sur le terrain, c'est influencé fortement par la persistance de ces stéréotypes. Il y a ce qu'on appelle la double contrainte, le fait que les femmes qui occupent des postes de pouvoir et qui vont manifester des comportements traditionnellement féminins. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la situation, c'est une ministre qui, en conférence de presse, se met à pleurer sur le sort des femmes autochtones qui ont vécu des abus sexuels. Alors, on l'a critiqué fortement, on a remis en question sa compétence. Alors que le premier ministre, Justin Trudeau, a pleuré en accueillant des réfugiés et le discours n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question sa compétence, on trouve qu'il est noble et qu'il a une belle sensibilité, alors qu'elle n'est pas faite pour le travail de ministre parce qu'elle a pleuré. Donc vous voyez la double contrainte un peu. Si une femme manifeste trop de caractéristiques féminines, elle n'est pas assez agressive, elle n'est pas assez compétitive. Si elle n'en manifeste pas assez, ou si elle adopte, comme vous parliez tout à l'heure du modèle masculin ou de comportement ou exigence, elle est tout aussi ridiculisée. Les femmes qui sont
qui manifestent une froide rationalité très décisive, etc., vont se faire traiter je ne voudrais pas être vulgaire, mais disons, se faire traiter de frustrés, d'hystériques. Bon, alors c'est ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas être trop féminine ni trop masculine. Alors les femmes subissent cette double contrainte qui est rattachée à la persistance des stéréotypes. Il y a plusieurs facteurs. Donc c'est certain que c'est une situation qui est complexe. Un des premiers facteurs, c'est la constitution, la famille, le fait que les femmes, évidemment, bon, la fameuse maternité, l'interruption de carrière, etc. Et le fait que les responsabilités familiales et domestiques, malgré certains progrès qui sont indéniables à ce niveau-là, au niveau du partage des responsabilités domestiques, la majorité continue d'être portée par les femmes, de peser sur leurs épaules, ce qui fait qu'elles ont des besoins en matière de conciliation travail-famille qui sont différents. Donc, ça, c'est une des explications. Les postes de pouvoir ne permettent pas toujours cette conciliation des responsabilités de la famille et du travail. Ça, c'est un des facteurs. Ensuite, il y a une certaine discrimination, il y a des phénomènes, par exemple le phénomène qu'on appelle la reproduction homosociale, qui va faire qu'on va avoir tendance à choisir des gens qui nous ressemblent. Donc si les échelons supérieurs sont majoritairement composés d'hommes, bien, il va y avoir une certaine tendance de certains individus à choisir des gens qui leur ressemblent, donc des hommes en priorité. Il y a une insistance sur la différence, comme je disais tout à l'heure, donc on est vraiment foncièrement convaincu que les femmes gestionnaires sont différentes des hommes, et même si on tente de valoriser la différence dite féminine, on continue de valoriser davantage les caractéristiques, les compétences, le travail masculin, ce qui d'ailleurs explique en partie l'inéquité salariale qui persiste aussi, donc dans certains domaines majoritairement féminins. Voilà. Donc, survalorisation du travail et des compétences masculines et dévalorisation du travail et des compétences féminines qui sont plus souvent considérées comme étant naturelles, découlant d'une nature plus... d'une nature qui serait plus orientée vers le care, etc. Donc, oui. Et l'absence de mécanismes de suivi des lois, des programmes d'équité, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a trois principales mesures. Premièrement, évidemment, les mesures de conciliation travail-famille, parce qu'on prétend, on croit, on répète que l'organisation est neutre, que la promotion est basée sur le mérite. On oublie que les postes de pouvoir ont été conçus pour des hommes qui avaient quelqu'un à la maison pour prendre en charge les responsabilités familiales et domestiques, ce qui fait que l'espèce d'exigence de disponibilité très intense de ces postes n'est pas neutre, elle est tout sauf neutre. Donc, si on veut que les femmes puissent accéder, ce n'est pas vrai qu'elles ont moins d'ambition, mais parfois elles vont faire le choix de ne pas accepter de promotion parce que elles veulent aussi, donc elles sont prêtes, elles veulent y accéder, elles ont l'ambition, mais pas à n'importe quel prix, donc pas au prix de la famille, donc elles sont vraiment confrontées à cette impossibilité de tout faire en même temps. C'est impossible. Donc, si on veut comme société réellement assurer la parité aux échelons supérieurs, il va falloir mettre en place des mesures, il va falloir repenser l'organisation. C'est la première suggestion, disons, la première mesure, mais il y a les fameux quotas, les quotas dont on parle toujours, les programmes qui forcent la parité. C'est plutôt controversé. On peut penser à justement notre premier ministre qui a mis en place un cabinet paritaire. Et il y a eu plusieurs réactions dans les médias, encore une fois, qui ont remis en question la compétence des femmes qui ont été nommées. Alors que on ne remet jamais en question la compétence des hommes. Si le cabinet avait été constitué à 95-98% d'hommes, personne n'aurait remis en question la compétence d'un de ces hommes, comme si le fait d'être un homme voulait dire être compétent par défaut. C'est vraiment... moi, je pense, même si c'est controversé, même si c'est délicat, comme les quotas, je pense qu'ils ont encore leur utilité en raison de la persistance des stéréotypes. Alors, si on ne force pas la parité, elle ne semble pas
ne semble pas se matérialiser finalement. Et la dernière chose, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est le mentorat qui est important et qui est difficile à mettre en place au sens de, si les échelons supérieurs sont constitués majoritairement d'hommes, il est difficile pour les femmes en transition vers les échelons supérieurs de trouver des mentors féminins. Donc les programmes de mentorat ont vraiment leur utilité pour accompagner la progression de carrière. Je pense que l'État a un rôle à jouer parce qu'on sait par exemple que les femmes, bon d'abord les femmes sont plus pauvres en général. Elles occupent en plus grande proportion les emplois qu'on dit précaires. Elles constituent aussi la majorité des employés de l'État au Canada et elles font appel davantage aux services sociaux. Donc les mesures, par exemple en ce moment les mesures d'austérité du gouvernement québécois, ont un impact désastreux sur ces femmes, sur les femmes, davantage sur les femmes que sur les hommes, en raison des éléments que je viens de nommer. Donc oui, l'État a un rôle à jouer. Je pense que l'État doit prendre des mesures pour éviter les effets discriminatoires systémiques sur les femmes. Oui. Donc les beaux discours sur l'égalité qu'on entend ici à répétition, il y a vraiment cette conviction ici, on entend très souvent, ici, l'égalité homme-femme fait partie de nos valeurs, etc., etc. Mais dans les faits, ce qu'on observe est un peu différent, je dirais. Je n'ai rien à dire aux femmes en particulier, à ces jeunes filles qui souhaitent accéder. Je pense que le changement est beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'il doit survenir au niveau des convictions, des croyances, des stéréotypes. Donc je dirais, ce n'est pas un message qui s'adresse seulement à elles, c'est vraiment, il faut rejeter l'essentialisme qui fait des identités féminines et masculines une espèce d'ensemble de traits immuables et naturels. Il faut rejeter et cesser de reproduire les stéréotypes sexués. Rejeter l'idée qu'une vraie femme devrait agir comme ci, comme ça, et non comme ci, comme ça, etc. Je pense que c'est là, oui, il y a des différences dans les corps sexués, mais ce n'est pas vrai que les différences, en fait, les différences naturelles entre les catégories ne sont pas démontrées, tout simplement. Donc, il y a des différences entre les individus. Il faut arrêter de placer tout dans des catégories binaires. Donc, oui, ce serait donc vraiment un conseil à tout le monde. Ce qui enferme d'ailleurs autant les hommes que les femmes dans leur nature corporelle. Oui, ce serait mon mot de la fin.